Lorsqu'un journaliste a interrogé le président chinois, Xi Jinping, sur son bilan en matière de violation des droits de l'homme, l'expression maladroite de son visage l'a trahi. Il était plutôt suspect que le personnel de sécurité du dirigeant nord-coréen Kim Jong. Un passe des minutes a inspecté sa chaise avant sa rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. Mais rien n'est comparable au fait que le Shah d'Iran ait ouvertement déclaré que les femmes n'étaient pas égales aux hommes. Au fil des ans, des dirigeants du monde entier ont tenu des propos gênants, voire carrément effrayants, lors d'interviews. Plongeons dans quelques-unes des interviews les plus gênantes des dirigeants mondiaux. Kim Jong-un. En 23, le monde a observé Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, se préparait à rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Mais avant que les mots ne soient échangés, quelque chose s'est produit. Plusieurs gardes ont procédé à des inspections minutieuses pour garantir la sécurité du siège de leur dirigeant. Un garde portant des gants blancs a méticuleusement essuyé le fauteuil avec un désinfectant. Chaque centimètre est scruté, chaque anfractuosité inspectée. L'air est chargé de tension, tandis qu'un détecteur de métaux balaie la surface. Sentinelle silencieuse à la recherche de menaces cachées. Cela semble un peu dramatique, mais il y a une raison à ce niveau de prudence. Cela me rappelle un chapitre sombre de l'histoire de la dynastie des Kim. 4 ans auparavant, en 27, Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, a connu une fin atroce à l'aéroport international de Kuala Lumpur. L'arme choisie, un agent neurotoxique mortel a été étalé sur son visage par des assaillants qui ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. L'assassinat, qui a surpris la communauté internationale, a clairement pointé du doigt Kim Jong-un. L'acte effronté, perpétré en plein jour, a été perçu par beaucoup comme une manœuvre impitoyable visant à éliminer un rival potentiel. Il a dressé le portrait d'un dirigeant dont la paranoïa et la soif de pouvoir ne connaissaient aucune limite. Si Kim Jong-un a prétendument tué son frère d'une manière aussi inattendue, leurs actions ne sont pas du tout surprenantes. Alors qu'un dirigeant lutte pour sa sécurité, un autre lutte pour son idéologie dans une partie d'échecs avec Barbara Walters. Shah d'Iran. Dans les années 1970, l'Iran connaissait une modernisation rapide sous l'égide de la Révolution blanche du Shah. Cependant, une interview télévisée entre Barbara Walters et Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, a déclenché une controverse et un débat sur les droits des femmes. Le Shah a exprimé des opinions patriarcales, déclarant que les femmes n'étaient pas égales aux hommes en termes d'intelligence ou de capacité. Cette affirmation reflétait les normes sociétales en vigueur en Iran à l'époque, malgré les efforts déployés par le Shah pour promouvoir le droit de vote et l'éducation des femmes dans le cadre de ces réformes. L'entretien a été marqué par les opinions divergentes exprimées par l'impératrice Farah, l'épouse du Shah, qui a remis en question son point de vue et mis en lumière l'évolution du discours sur l'égalité entre les hommes et les femmes. L'échange entre le couple royal illustre la lutte sociétale plus large entre les idéaux progressistes et les traditions conservatrices. Le contrepoint de l'impératrice Farah souligne l'évolution des attitudes à l'égard du rôle des femmes dans la société iranienne. Celle-ci cherche de plus en plus à participer à la vie publique. Les remarques du Shah ont suscité de nombreuses critiques, tant au niveau national qu'international. Son point de vue a été considéré comme une relique d'une époque révolue, déconnectée des idéaux progressistes qu'il cherchait à promouvoir par ses efforts de modernisation. S'il avait eu cette interview à l'ère de l'Internet, il aurait été traîné sur les médias sociaux, à juste titre d'ailleurs. Fidel Castro. En 1977, Barbara Walters a interviewé Fidel Castro à Cuba. Cette conversation historique s'est déroulée dans les montagnes où Castro a combattu, un choix délibéré pour mettre en valeur ses racines révolutionnaires. L'entretien, qui a duré 5 heures, a porté sur divers sujets, de la politique à la vie privée. Castro s'est exprimé avec assurance, ses paroles étant diffusées au peuple cubain, à une exception près, une question sur sa situation matrimoniale. Cette omission a donné lieu à des spéculations, révélant les complexités du pouvoir et la danse délicate entre les médias et ceux qui détiennent le pouvoir. Castro a habilement façonné son image, se présentant à la fois comme un guérillero et un homme d'État. Walters a mené la conversation avec expertise, mais elle n'a même pas réussi à percer le secret qui entoure la vie personnelle de Castro. Même des décennies plus tard, cette conversation historique continue de fasciner les téléspectateurs. Castro finira par épouser sa première femme, Dalia Soto del Val, en 1980. L'interview de Fidel Castro n'a pas été la seule interview renommée que Barbara Walters a réalisée dans sa jeunesse. Le premier ministre chinois a également eu une interview gênante. Jiang Zemin. L'interview de Barbara Walters avec Jiang Zemin, Premier ministre de la Chine, a été une conversation historique qui a porté sur le passé et l'avenir complexe du pays. Jiang, qui a accédé au pouvoir après les manifestations de la place Tiananmen, est resté calme malgré le poids des sujets abordés. Walters a abordé les manifestations, un sujet tabou en Chine, et Jiang a répondu avec un cynisme étonnant. Il a qualifié les actions de l'armée de tolérantes et modérées, contredisant l'image globale des chars et de la violence contre des étudiants non armés.
Les mots de Jiang, beaucoup de bruit pour rien, ont fait écho à l'indifférence à l'égard de la violence qui s'est déroulée. Cette interview était une manœuvre calculée pour soutenir le récit du gouvernement chinois, mettant en évidence l'habileté de Jiang à manipuler l'histoire. En présentant les événements comme des troubles mineurs, il a tenté de réécrire l'histoire, révélant ainsi l'insécurité du régime face aux demandes de liberté et de démocratie. Walters, connu pour ses questions incisives, a insisté, mais les réponses du Premier ministre sont restées les mêmes. L'interview a mis en évidence le fossé entre la version des événements du Parti communiste chinois et les expériences vécues par ceux qui ont osé rêver d'un changement. Bachar al-Assad. En 2011, Barbara Walters a interviewé le président syrien alors que les manifestations du printemps arabe déferlent sur le Moyen-Orient. Le régime d'Assad faisait l'objet de nombreuses critiques pour sa réponse brutale à la contestation, et des rapports faisaient état d'atrocités et de violations des droits de l'homme. Pourtant, lors de l'interview, M. Assad n'a montré aucun remords, affirmant qu'il avait fait de son mieux pour protéger le peuple syrien. Il a nié toute responsabilité dans les violences, rejetant la faute sur les forces extérieures et les terroristes internes. Assad a prouvé qu'il était un dirigeant déconnecté de la souffrance de ses citoyens, considérant la campagne militaire comme nécessaire pour maintenir l'ordre. Walters a insisté sur les rapports faisant état de mesures de répression et de recours à la force contre les civils, mais les réponses d'Assad sont restées évasives. L'interview a montré un dirigeant dans le déni, élaborant un récit qui contredit la réalité sur le terrain. Le comportement d'Assad est resté calme, même s'il a nié toute responsabilité dans les violences perpétrées par son régime. Ses propos visaient à se déculpabiliser, en brossant le tableau d'une présidence en état de siège. Mais la réalité à l'extérieur de la salle d'interview racontait une autre histoire, celle d'un pays déchiré par les conflits, et d'une direction qui semblait privilégier le pouvoir au détriment de la paix. L'interview restera dans l'histoire comme un aperçu surréaliste et troublant de l'esprit d'un dirigeant faisant l'objet d'une condamnation générale. Barack Obama. En 2012, la campagne de réélection du président Barack Obama a mis l'accent sur l'écart de richesse entre les riches et les citoyens ordinaires. Le discours d'Obama opposait sa propre position à celle de son adversaire, Mitt Romney, qui était perçu comme riche. Toutefois, la fortune de M. Obama, estimée entre 1,6 et 7,7 millions de dollars, a soulevé des questions quant à sa capacité à comprendre les difficultés des Américains moyens. Au cours de la campagne, la richesse d'Obama est devenue un sujet de discussion, certains se demandant s'il pouvait vraiment répondre aux préoccupations de la classe moyenne. Malgré cela, le message d'Obama a trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui se sentaient laissées pour compte par le système économique. La richesse de M. Obama, bien que modeste par rapport à celle de M. Romney, le place dans la classe supérieure de la société. Cela a soulevé des questions sur la capacité des dirigeants fortunés à comprendre et à répondre aux préoccupations des citoyens ordinaires. Obama a ensuite remporté l'élection présidentielle et gouverné le pays pendant 4 autres années heureuses, prouvant que son statut financier n'influence pas sa capacité à comprendre le citoyen moyen. Il reste une figure aimée et respectable de la politique mondiale, contrairement au roi de la controverse et à notre prochaine entrée, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Lors d'une rare interview, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec Tucker Carlson en 2022, dans un contexte de tension entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit de la première interview de Poutine avec un journaliste occidental depuis le début du conflit, 2 ans auparavant. Carlson a cherché à comprendre la pensée stratégique de Poutine, mais le président russe est resté maître de la situation, répondant par des réponses calculées et des allusions voilées. M. Poutine a rejeté les accusations concernant sa prétendue grande richesse, estimée à plus de 200 milliards de dollars, en ricanant et en se défaussant. Il a donné l'image d'un dirigeant qui ne se préoccupe pas de sa richesse matérielle, mais dont l'attitude est trahie. La conversation prend la forme d'un duel verbal, Carlson cherchant à déceler les faiblesses et Poutine parant avec l'habileté d'un homme d'État chevronné. Le sang-froid de M. Poutine sous le feu des critiques est le reflet des années qu'il a passées au pouvoir. L'interview a mis en lumière les profondes divisions entre la Russie et l'Occident, les propos de M. Poutine ayant des répercussions importantes sur les relations diplomatiques et la politique internationale. Malgré les tensions, l'entretien a donné un rare aperçu de la pensée et de la vision du monde de M. Poutine. Il a évoqué le besoin de sécurité et de respect de la Russie, ainsi que son désir d'être traité sur un pied d'égalité par l'Occident. Il a également abordé le conflit en cours en Ukraine, reprochant à l'Occident de s'ingérer dans les affaires de la Russie et de soutenir les forces anti-russes. Certains ont vu dans cette interview un coup de relations publiques destiné à améliorer l'image de M. Poutine et à détourner les critiques. D'autres y ont vu une tentative sincère de la part de M. Poutine de communiquer son point de vue et ses préoccupations à un public plus large. Tout comme Wen Jiabao, le prochain dirigeant de notre liste, Poutine a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir de bonnes relations publiques. Wen Jiabao.
Wen Jiabao, l'ancien Premier ministre chinois, était connu pour son image soigneusement cultivée de Premier ministre du peuple. Toutefois, une série d'entretiens a révélé une image plus complexe, laissant entrevoir un réseau de richesse et d'influence. Lors d'un entretien avec Farid Zakaria, de CNN, dans le cadre de l'émission GPS, M. Wen a donné l'image d'un dirigeant réformateur, mais s'est montré évasif sur les questions des droits de l'homme et de la liberté politique. Cette dérobade est un thème récurrent dans les interviews de Wen. Lorsqu'il était interrogé sur des sujets controversés, il esquivait souvent les réponses directes. Dans une interview accordée au New York Times, M. Wen a refusé de s'exprimer sur la richesse de sa famille, bien que des rapports fassent état d'un patrimoine total d'au moins 2,7 milliards de dollars. Lors d'une conversation avec Press Trust of India, il a reconnu la nécessité d'une plus grande transparence dans le système politique et économique de la Chine, mais n'a pas fourni de détails spécifiques. De même, dans une interview accordée à The Hindu, M. Wen a souligné l'engagement de la Chine en faveur des valeurs démocratiques, mais n'a pas répondu aux préoccupations concernant le bilan du pays en matière de droits de l'homme. Lors de sa visite aux États-Unis, l'interview de M. Wen au Washington Post est devenue le point de convergence des questions relatives à la politique étrangère de la Chine et à l'héritage du Premier ministre. Les réponses de M. Wen ont souvent semblé en contradiction avec les réalités du paysage politique chinois, marqué par un manque de transparence et des libertés restreintes. Interrogé sur le soutien de la Chine aux régimes autoritaires, M. Wen a insisté sur le fait que la Chine respectait la souveraineté de toutes les nations, malgré les preuves du contraire. Anwar Sadat. En 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin sont entrés dans l'histoire en accordant une interview commune à Barbara Walters. C'était la première fois qu'un dirigeant arabe se rendait officiellement en Israël depuis sa création, et cela symbolisait un pas timide vers la paix dans une région en proie au conflit. Sadat a fait preuve de courage en engageant le dialogue avec Begin, bien qu'Israël soit considéré comme un ennemi par de nombreux Arabes. L'entretien a été une danse diplomatique délicate, les deux dirigeants étant conscients du puissant symbolisme de leurs paroles. Sadat a parlé de sa vision d'un avenir où la coopération pourrait remplacer les hostilités, tandis que Begin a reconnu l'importance de la visite de Sadat et la nécessité d'une compréhension mutuelle. Cependant, les deux dirigeants étaient confrontés à d'immenses risques politiques, Sadat devant faire face aux critiques du monde arabe et Begin à l'opposition de l'intérieur d'Israël. Elon Musk. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a suscité à la fois fascination et controverse avec ses entreprises innovantes et sa personnalité complexe. Dans un entretien avec Andrew Ross Sorkin, Musk a révélé ses motivations et ses attitudes, montrant sa volonté de défier les normes sociétales et de susciter la controverse. Il a affirmé que cela ne le dérangeait pas d'être détesté, ce qui témoigne de son caractère épais et de son indifférence à l'égard de l'opinion publique. La conversation a porté sur divers sujets, notamment l'exploration spatiale, les véhicules électriques et l'image publique de Musk. Ses réponses étaient franches et sans filtre, reflétant sa pensée unique. L'entretien a également porté sur l'impact des actions et des déclarations de Musk sur les marchés financiers et l'industrie technologique, soulignant ainsi son influence considérable. Le comportement de M. Musk laisse entrevoir l'isolement qui accompagne l'immensité de la richesse et de l'influence, et sa volonté d'accepter d'être mal aimé pourrait être un mécanisme de défense contre l'examen minutieux. Donald Trump. Cette liste ne saurait être complète sans l'ex-président des États-Unis, le plus aimé et le plus détesté Donald Trump, le 45e président des États-Unis, a longtemps fait parler de lui. Durant son mandat, il a donné de nombreuses interviews inhabituelles et parfois surprenantes. Deux interviews se distinguent par leur contenu choquant et l'impact important qu'elles ont eu sur les médias. La première interview a eu lieu alors que M. Trump était président depuis 100 jours. Il s'est assis avec des journalistes pour parler de ce qu'il avait accompli jusqu'à présent. Cet entretien a été très intéressant, Trump faisant de grandes déclarations sur sa victoire électorale et sur la difficulté d'être président. Il a même déclaré que son ancienne vie lui manquait, ce qui est surprenant étant donné que la fonction de président est très puissante. Les médias et les réseaux sociaux se sont déchaînés sur cette interview, et de nombreuses personnes en ont parlé et ont fait part de leurs réflexions. Les vérificateurs de faits ont également eu fort à faire, car M. Trump a fait des déclarations qui n'étaient pas vraies. La seconde interview a eu lieu en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. M. Trump s'est entretenu avec Jonathan Swan d'Axios et la conversation a été très tendue. Il a tenté de minimiser la gravité de la pandémie, mais Swan lui a posé des questions difficiles. Le moment le plus mémorable a été celui où M. Trump a montré à M. Swan des graphiques et a affirmé que le taux de mortalité aux États-Unis était inférieur à celui du reste du monde. M. Swan s'est montré sceptique et sa réaction est devenue un mème. Sa mauvaise gestion de la pandémie est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a perdu sa rediffusion. En revanche, un autre milliardaire et leader mondial, Bill Gates, a été salué comme un héros pour avoir prédit la pandémie. Bill Gates. Bill Gates,
Pionnier de la technologie et champion de la santé mondiale, est depuis longtemps réputé pour ses efforts philanthropiques. Lors d'une conférence TED prononcée en 2015, M. Gates a anticipé la menace d'une pandémie mondiale, avertissant que le monde n'était pas préparé à la prochaine crise sanitaire majeure. Avec l'expertise d'un technologue et la passion d'un humanitaire, M. Gates a mis en évidence la capacité d'un virus hautement infectieux à dévaster les populations et les économies. Il a insisté sur la nécessité d'un système de santé mondial solide, capable de détecter les pandémies, d'y répondre et de les prévenir. L'avertissement de M. Gates est resté largement ignoré jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 frappe en 2020, plongeant le monde dans le chaos. Alors que les pays luttaient pour contenir le virus, l'interview de M. Gates, datant de 2015, a refait surface, circulant largement sur les médias sociaux et les organes d'information. Lors d'une autre conversation avec la Khan Academy, M. Gates a exploré le potentiel de transformation de l'IA dans le domaine de l'éducation. Il a imaginé des expériences d'apprentissage personnalisées pour les étudiants, en exploitant la puissance de l'IA pour améliorer les résultats scolaires. M. Gates a également fait part de son enthousiasme pour les applications de l'IA dans le domaine de la santé lors d'une interview accordée à CNN. Il a souligné son potentiel pour améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier dans les pays en développement où les ressources médicales sont rares. Toutefois, M. Gates a également reconnu les risques de l'IA dans une interview accordée à la BBC, évoquant le risque de déplacement d'emploi et la nécessité de mettre en place des politiques garantissant un partage équitable des avantages du progrès technologique. Xi Jinping. En 2015, le président chinois Xi Jinping a accordé une rare interview à Reuters avant sa visite au Royaume-Uni. Cette interview était importante car elle montrait les projets de la Chine de travailler avec d'autres pays, en particulier le Royaume-Uni. Xi Jinping a parlé d'un âge d'or pour la Chine et le Royaume-Uni, c'est-à-dire d'une période de grande amitié et de coopération. Il a déclaré que les deux pays avaient tout à gagner à travailler ensemble et qu'ils pouvaient apprendre l'un de l'autre. Le Royaume-Uni est doué pour la finance et l'innovation, tandis que la Chine dispose d'un énorme marché et de capacités de production. Xi Jinping a également parlé de l'initiative Belt and Road, un projet de grande envergure qui vise à relier l'Asie, l'Europe et d'autres parties du monde par le biais d'infrastructures et d'échanges commerciaux. Il a voulu montrer que la Chine est ouverte à la collaboration avec des pays occidentaux comme le Royaume-Uni et qu'elle est prête à coopérer sur un pied d'égalité. Un autre CA notable s'est produit en 2019, lorsqu'un journaliste de la BBC l'a confronté au bilan de la Chine en matière de droits de l'homme. La posture défensive de M. Xi et son sourire crispé trahissaient son malaise face au sujet. Ses réponses semblaient répétées et manquaient de la conviction d'un dirigeant sûr de sa politique. Dans le cadre de la guerre commerciale avec les États-Unis en 2019, M. Xi a également été confronté à des questions difficiles de la part d'un journaliste de CNN. Sa réponse longue et détournée à une simple question sur la position de la Chine à l'égard des droits de douane américains en a laissé plus d'un perplexe. Il était clair que Xi avait du mal à s'y retrouver dans la complexité de la question. Mitt Romney. Mitt Romney, personnalité éminente du monde des affaires, de la politique et du service public, a eu sa part d'interviews remarquables. Deux d'entre elles se distinguent par leur contenu et les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées. La première était une interview télévisée locale sur Medfield Cable, 8 en 1994, et la seconde était une apparition très médiatisée sur Fox News Sunday en 2012 pendant sa campagne présidentielle. L'interview réalisée en 1994 par Medfield Cable 8 était à la fois maladroite et mémorable. Romney, alors candidat au Sénat, semblait avoir trop répété et n'était pas adapté à ce contexte décontracté. Ses arguments politiques n'étaient pas naturels et l'interview a mis en évidence les difficultés qu'il rencontrait pour entrer en contact avec les électeurs moyens. En 2012, Romney est sous les feux de la rampe en tant que candidat républicain à la présidence. Lors d'une interview cruciale sur Fox News Sunday, il a été interrogé sur sa fortune et ses déclarations d'impôts. M. Romney a défendu sa réussite financière en mettant l'accent sur ses contributions caritatives, qui témoignent de son engagement à rendre à la société ce qu'elle lui a donné. Il a cherché à se présenter comme un homme d'affaires prospère dont l'expérience pourrait se traduire par une gouvernance efficace, tout en réfutant l'idée que sa richesse le rendait déconnecté des Américains ordinaires. Joe Biden. Le président Joe Biden est connu du grand public depuis de nombreuses années, mais une interview a suscité une controverse quant à son authenticité. Une vidéo de 17 secondes montrant Joe Biden discutant des émeutes du 6 janvier au Capitole est devenue virale, mais beaucoup ont mis en doute sa légitimité, en raison de son discours décousu et de ses expressions faciales inhabituelles. La diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux a suscité des inquiétudes quant à la technologie des deepfakes et à son potentiel de tromperie du public. Les deepfakes sont des médias manipulés,
souvent des vidéos ou des enregistrements audio, qui semblent authentiques, mais qui sont en fait fabriqués à l'aide de technologies avancées. Les implications d'une telle vidéo étaient profondes, en particulier dans le contexte de la présidence de M. Biden et de l'enquête en cours sur les émeutes du Capitole. Qui peut oublier la fois où il a qualifié les allégations contre son fils Hunter de malarkey lors d'un échange tendu avec un journaliste de CBS News? Ce mot est devenu une sensation virale, symbolisant le style direct de Joe Biden. Dans un autre moment mémorable, Biden a régalé une foule avec l'histoire de Corn Pop, un chef de gang qu'il a affronté dans sa jeunesse. Cette anecdote a suscité une levée de boucliers et une avalanche de tweets sarcastiques, mais elle a aussi humanisé M. Biden en le présentant comme un homme qui n'a pas peur de partager ses bizarreries. Même quelque chose d'aussi simple qu'une visite chez un marchand de glace est devenu un moment mémorable de l'interview de Biden. Lorsqu'on lui a demandé quel était son parfum préféré, il s'est lancé dans un discours passionné sur le fait qu'il était un aficionado de la crème glacée, laissant le journaliste et le public bouche bée. Richard Nixon. L'interview de 1977 entre Richard Nixon et David Frost a été un événement historique et très médiatisé qui a marqué la première interview publique de Nixon depuis sa démission en 1974. L'interview a été menée par le journaliste britannique David Frost, qui a accepté de payer $600 000 à Nixon, plus un pourcentage des bénéfices, pour cette interview exclusive. L'équipe de Nixon voyait dans cet entretien l'occasion pour lui de restaurer son image et sa réputation, gravement endommagée par le scandale du Watergate. Frost, quant à lui, cherchait à obtenir de Nixon des aveux sur son implication dans le scandale. Pour préparer l'entretien, Frost a recruté des experts, dont James Reston Jr. et Bob Zelnick, pour l'aider à élaborer des questions qui remettent en cause la version des faits de Nixon. L'équipe de Nixon s'est également préparée de manière approfondie, en créant des dossiers d'information et en organisant des entretiens fictifs pour aider l'ancien président à anticiper les questions de M. Frost. L'entretien a consisté en 12 séances, chacune d'une durée de plus de 2 heures, réparties sur 4 semaines. Les séances ont été enregistrées les lundis, mercredis et vendredis dans une maison en bord de mer à Monarch Bay, en Californie, louée par Frost pour $6 000. L'entretien a porté sur divers sujets, notamment les réalisations de Nixon en matière de politique étrangère, sa vie privée et le scandale du Watergate. Nixon a admis avoir commis des erreurs et laissé tomber le peuple américain, mais a nié toute implication dans la dissimulation du scandale. Les interviews ont été montées en 4 programmes de 90 minutes et diffusées aux États-Unis et dans d'autres pays en 1977. On estime que 45 millions de téléspectateurs ont regardé la première émission, ce qui en fait la plus grande audience télévisée de l'histoire pour une interview politique. Ronald Reagan. Le 1er octobre 1981, le président Ronald Reagan a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé divers sujets, dont l'économie. Sam Donaldson, un éminent journaliste de l'époque, fait partie des journalistes qui interrogent le président. Reagan a défendu son programme économique, qui avait été critiqué pour sa dépendance à l'égard des réductions d'impôts et des dépenses publiques. Il a affirmé que ce programme était nécessaire pour réduire la taille du gouvernement et stimuler la croissance économique. Toutefois, lorsqu'on l'a interrogé sur l'impact du programme sur les individus, en particulier ceux qui seraient touchés par les coupes dans les programmes sociaux, le président a semblé ne pas être sûr des détails. Il a déclaré que le programme était conçu pour aider ceux qui étaient vraiment dans le besoin, mais il a également reconnu qu'il y aurait des retombées et de la confusion lors de la mise en œuvre du programme. Ces réponses ont manqué de clarté et de précision, laissant de nombreuses personnes dans l'assistance, dans l'incertitude quant à la suite des événements. Le président a également été interrogé sur son engagement à réduire le déficit, qui avait été l'une des principales promesses de sa campagne. Il a déclaré qu'il était toujours déterminé à réduire le déficit, mais il a également reconnu que le programme augmenterait probablement le déficit à court terme. Cette contradiction apparente a semblé troubler une partie de l'auditoire, et l'explication du président n'a guère contribué à clarifier la question. Ses réponses ont été plutôt décevantes, contrairement aux réponses fermes et directes que les intervieweurs ont obtenues du président ukrainien. Volodymyr Zelensky. En 2022, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, s'est entretenu avec Fareed Zakaria de CNN pour une interview franche. Malgré le conflit en cours avec la Russie, M. Zelensky s'est dit prêt à négocier avec le président russe Vladimir Poutine, même si cela implique d'aller à l'encontre des opinions d'autres dirigeants mondiaux comme Joe Biden. Il a toutefois précisé qu'il ne ferait aucun compromis sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. M. Zelensky a également fait part de sa frustration face à la lenteur du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, révélant qu'il avait personnellement demandé aux membres de l'OTAN d'accepter l'Ukraine en tant que membre, mais qu'on lui avait répondu que ce n'était pas possible. Un an plus tard,
En 2023, M. Zelensky s'est entretenu avec Wolf Blitzer, de CNN, pour faire le point sur le conflit en cours, notamment sur la bataille intense pour Bakhmut et sur la visite du président Biden en Ukraine. Il a également évoqué la menace posée par la Chine et les négociations délicates avec la Russie. Dans une autre interview accordée à Fareed Zakaria en septembre 2023, M. Zelensky a fait part de ses réflexions sur les efforts de contre-offensive de l'Ukraine, sur ses initiatives de lutte contre la corruption et sur les récents changements intervenus dans son administration. Cyril Ramaphosa. En 2019, Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, s'est entretenu avec Bloomberg pour une interview éclairante. À l'époque, Ramaphosa était confronté à de nombreux défis, notamment une économie en difficulté, un taux de chômage élevé et des tensions politiques au sein de son propre parti, le Congrès national africain, ANC. Au cours de l'entretien, M. Ramaphosa a souligné la nécessité de réformes politiques pour stimuler la croissance économique et attirer les investissements étrangers. Il a reconnu les défis budgétaires du pays, mais s'est dit confiant dans la capacité de son gouvernement à stabiliser la dette et à équilibrer les dépenses pour les services essentiels. M. Ramaphosa a également abordé la question controversée de la réforme agraire, en rassurant les investisseurs sur le fait que tout changement serait mis en œuvre d'une manière à la fois légale et respectueuse des droits de propriété. Il a réitéré son engagement à lutter contre la corruption et la mainmise de l'État qui ont miné le pays sous son prédécesseur, Jacob Zuma. Le président a également évoqué sa vision d'une nouvelle aube en Afrique du Sud, fondée sur les principes d'inclusion, d'égalité et de transformation économique. Il s'est montré optimiste quant au potentiel du pays, citant la richesse de ses ressources naturelles, la diversité de sa population et sa situation stratégique. Tout au long de l'entretien, M. Ramaphosa a su trouver un équilibre entre la reconnaissance des défis auxquels le pays est confronté et la projection d'un sentiment d'espoir et de détermination pour l'avenir. Mohammed bin Salman. Lors d'une rare interview avec CBS News en 2019, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman s'est ouvert sur certains des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés son pays et le Moyen-Orient. Interrogé sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, bin Salman a nié toute implication directe, mais a assumé la responsabilité en tant que dirigeant saoudien, qualifiant ce meurtre de crime odieux et d'erreur. Il a minimisé la menace posée par les écrits de M. Khashoggi, soulignant plutôt que la véritable menace provenait des mesures prises à son encontre. Bin Salman a également pointé du doigt l'Iran pour l'attaque des installations pétrolières saoudiennes, la qualifiant d'acte stupide sans objectif stratégique. En ce qui concerne le conflit en cours au Yémen, M. bin Salman a tenu l'Iran pour responsable du soutien apporté à la milice Houthi, suggérant que si l'Iran cessait son soutien, une solution politique pourrait être trouvée plus facilement. Interrogé sur les militantes des droits de la femme comme Loujain Al-Atloul, qui se sont battues pour le droit de conduire et ont ensuite été arrêtées, M. bin Salman a répondu que l'Arabie saoudite est un pays régi par des lois qui doivent être respectées jusqu'à ce qu'elles soient réformées. Enfin, il a promis d'enquêter sur les allégations de torture de militantes dans les prisons saoudiennes, soulignant que l'islam, les lois saoudiennes et la conscience humaine interdisent la torture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez la prochaine vidéo pour d'autres clips intéressants.